Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fans de polar. Alors aujourd'hui on va, si je puis dire, enquêter tous ensemble pour lever le voile sur certaines vérités cachées. C'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais vous allez comprendre. Vous devez savoir qu'il existe certains films, vous en avez sûrement déjà vu, où on nous plonge dans une atmosphère de mystère, en nous faisant entrevoir, espérer du moins, que nous connaîtrons la solution du dit mystère, qui est l'assassin, etc., pour finalement nous laisser dans l'obscurité totale à la fin du dit film. Alors c'est évidemment un simple choix scénaristique qui peut être très intelligent, mais beaucoup trouvent ça idiot et la plupart d'entre nous se sentent un petit peu frustrés. Et je me propose donc, dans cette vidéo et dans une autre, qui verra le jour dans quelques temps, de lever le voile sur certaines de ces fins inexpliquées via des théories de fans qui existent. Alors évidemment, vous vous en doutez, ça va méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les films en question, soit acceptez d'être spoilé, soit regardez-les peut-être avant de voir la vidéo ou au moins une partie d'entre eux. Ça, je laisse chacun d'entre vous gérer comme il en a envie. Alors d'abord un petit mot sur les types de théories, c'est facile, il n'y en aura que deux en fait. D'abord ce que j'appelle les théories raisonnées, c'est-à-dire des théories en fait qui sont appuyées sur des arguments, des logiques, des détails inclus dans les scènes du film, et qui du coup donnent du sens à ces théories et valent la peine qu'on en parle. Simplement, le fait est que ces théories ne sont pas prouvées. Un petit exemple, dans le film Riper, un film que je ne conseille pas vraiment, nous avons un tueur en série qui commet des meurtres, et à la fin du film, on ne sait pas si c'est lui, le professeur, un petit peu bizarre, qui finit quand même condamné pour les meurtres et exécuté sur la chaise électrique, ou si c'est notre héroïne, qui est devenue folle et qui finit dans une institution psychiatrique. Voilà, on est laissé sur notre faim, c'est pas clair. Eh bien, il existe une théorie qui voudrait que ce soit le policier qui mène l'enquête. Pour plusieurs raisons, mais surtout la principale, parce qu'au début du film, on voit l'héroïne poignarder le tueur à la main droite. Or, il se trouve que le policier porte un gant, un seul gant, à la main droite justement, alors que sa main gauche est nue. Et ceci pendant absolument toutes les scènes où on le voit dans le film. Mais le fait est que ça n'a jamais été clairement confirmé, donc ça reste une théorie, même s'il faut l'admettre, elle est raisonnée. Et sinon, la seconde catégorie, c'est tout simplement des réalités cachées, donc plus que des théories en fait. Des vérités absolues qui ont été validées soit par des preuves que je juge irréfutables, soit par des acteurs, réalisateurs, scénaristes qui ont travaillé sur le projet, le film, et qui ont confirmé ce qui à la base était une théorie mais qui est aujourd'hui une réalité. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer avec le film Rashomon, un film japonais qui pour le coup est vraiment 100% basé sur du mystère, puisqu'il s'agit du déroulement d'un crime mais qui est raconté de diverses manières par les protagonistes de l'histoire, chacun tirant la couverture à lui et donnant une version complètement différente. La particularité, c'est que chacun avoue le crime. Il s'agit en l'occurrence d'un samouraï assassiné et de sa femme violée. Ils ont également été détroussés et tout ça en pleine forêt. Le film repose sur une conversation entre trois hommes, dont deux qui ont assisté au procès, sous la pluie à l'abri d'un temple, et en une série de flashbacks où chacun des protagonistes raconte sa version. Alors d'après le bandit, il a avec succès maîtrisé le mari, puis violé la femme avec difficulté parce qu'elle se défendait, puis finalement a accepté de combattre le mari en combat singulier et a réussi à triompher de lui malgré la difficulté. La femme, elle, affirme que le bandit l'a violée avant de s'en aller et qu'après qu'elle ait libéré son mari, il s'est montré tellement cruel qu'elle a pété un câble et qu'elle l'a tué. Le mari, lui, affirme qu'il a été humilié, trahi à la fois par le bandit bien sûr et par sa femme, et qu'il a fini par se donner la mort lui-même. Vous vous demandez comment un mort peut raconter sa version des faits? Tout simplement à travers la bouche d'un chaman, un médium si vous préférez. Arrive ensuite la version du bûcheron, qui s'était tué au tribunal parce qu'il ne voulait pas avoir d'ennui, qui finit par raconter que finalement, chacune des trois versions précédentes est fausse. La femme a été effectivement violée par le bandit, mais ensuite elle a, excité la colère et la haine des deux hommes, et les a humiliés jusqu'à les pousser à se battre l'un contre l'autre. Tout ça dans un combat particulièrement ridicule, au terme duquel le bandit a tué le mari de manière complètement accidentelle. Le problème, c'est que cette version-là, si elle éclaire absolument toute l'histoire, est aussi sujette à controverse, dans la mesure où on découvre que le bûcheron a volé l'arme du crime, un poignard, qui avait été retiré de la poitrine du mari alors qu'il agonisait. Ceci dans le témoignage du mari à travers la bouche du chaman. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si finalement ce ne serait pas lui l'assassin? À partir du moment où il a menti sur quelque chose, il a pu mentir sur beaucoup d'autres. Mais la théorie voudrait en fait qu'il n'ait menti que là-dessus. Il a volé ce poignard pour nourrir sa famille, parce que c'est un très beau poignard, pierre précieuse, etc., qui vaut beaucoup d'argent et qu'il a 6 bouches à nourrir, et qu'on est en pleine période de misère. Et le fait est que cette théorie est 100% valable, dans la mesure notamment où elle est clairement développée dans un remake, L'Outrage, qui a lieu dans la décennie suivante. Alors, le remake en lui-même n'est pas terrible, à part peut-être pour la présence à l'écran de Edward G. Robinson, et qui justement porte un regard sur la condition humaine qui est vraiment excellent, et qui éclaircit parfaitement les choses, une fois qu'on connaît le témoignage du bûcheron, dans sa version-là du mineur, qui a éclairé toute l'affaire. Je le laisse prendre la parole. Vous l'avez eu, votre miracle, mon cher révérend. Le ciel vous a exaucé. Voilà la vérité révélée, emprisonnée, et 3 menteurs brûleront en enfer.
Laisse-le tranquille. T'as pas besoin de le harceler comme ça tout le temps. J'essaie de lui expliquer, vous permettez. Si le bandit avait dit la vérité, on ne l'aurait pas cru un seul instant. Si la femme avait dit la vérité, elle aurait eu droit au mépris de tous. Quant au mari, son mensonge, elle avait son honneur. Eh oui. Pour moi, la seule vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Chacun a la sienne et il l'accommode de la manière qui lui convient. Poursuivons avec la décennie 70, le film Black Christmas de Bob Clark. Film culte, en particulier si vous aimez les slasher movies, puisqu'il s'agit du premier du genre. Alors, dans ce film, nous ne saurons jamais qui était Billy, ou du moins c'est ce que je pensais jusqu'à il y a peu. Il s'avère que le fameux tueur en série de ce film, qui passe son temps à dire à ses victimes « Agnès, c'est moi, Billy », a bel et bien une identité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le film ou qui ne se rappellent pas de tout, voici un petit résumé. Les étudiantes d'une sororité, un soir de Noël, se font assassiner les unes après les autres, et l'héroïne reçoit régulièrement des coups de téléphone du tueur. Donc on ne voit jamais le tueur, on ne fait qu'entendre sa voix, ou alors on entreaperçoit ses cheveux, sa silhouette, son œil, ses mains, peu importe. Elle en vient à soupçonner son petit ami du moment, Peter, notamment parce qu'il l'a mise enceinte et qu'elle veut avorter alors que lui non, ce qui les oppose particulièrement. Et le fait est qu'à la fin du film, Peter pénètre par effraction dans la maison alors que notre héroïne Jess se cachait dans la cave, et qu'elle le tue apparemment en état de légitime défense avec un tisonnier. La police arrive, Jess est placée dans un lit sous sédatif, et un policier garde la maison. Mais le film se termine sur la trappe du grenier qui s'ouvre, en sachant que c'est par là que le tueur passait son temps à entrer et sortir. On découvre d'ailleurs que les cadavres qu'il y a stockés s'y trouvent encore, et le film se termine donc dans l'angoisse sur le grand inconnu. Qui était le tueur Billy? L'héroïne va-t-elle s'en sortir? On n'en saura jamais plus. Seulement voilà, les producteurs ont longtemps harcelé le réalisateur Bob Clark pour qu'il introduise une scène de fin dans laquelle l'identité du tueur serait révélée au moment où justement il s'introduit dans la maison et finit d'assassiner l'héroïne, et le tueur ne serait autre que lui. Le personnage s'appelle Chris Hayden et il s'agit du petit ami de la toute première fille assassinée. Alors évidemment, il serait là sous une fausse identité, ou serait surnommé Billy, ou aurait été appelé Billy dans une vie antérieure, si on peut dire. Voilà, mais en tout cas c'est lui qui était pressenti pour être le tueur. Un personnage pas principal mais secondaire du film qui apparaît quand même dans quelques scènes, et qui notamment accompagne les filles au commissariat quand il apprend que sa petite amie a disparu. Voilà tout simplement la vérité de Billy derrière Black Christmas. Je pense que Bob Clark a bien fait de refuser et de garder sa fin ambiguë, parce que franchement, c'est 100 fois mieux. Entre l'identité du tueur révélée dans les dernières secondes pour finalement pas grand chose, ou cette fin ambiguë où on ne sait ni qui il était, ni ce qui va se passer, je préfère la fin ambiguë. Et d'ailleurs, regardez vous-même. Et voilà, bonne nuit tout le monde. Non, franchement, on dira ce qu'on veut comme fin pour ce qui est censé être un film d'horreur, c'est vraiment très bien. J'adore cette conclusion et je suis presque déçu maintenant de savoir qu'il y a une identité derrière Billy. Allez, on passe au dernier film, années 80, La Chasse, Cruising, avec notre ami Al Pacino. Alors, je résume le film encore une fois pour ceux qui ne le connaîtraient pas du tout. Al Pacino est tout simplement à la poursuite d'un tueur en série. C'est un jeune flic qui aimerait bien devenir inspecteur et on lui a proposé de le devenir s'il s'infiltrait dans la communauté homosexuelle sadomasochiste. Le fait est que le tueur opère dans cette communauté puisqu'il s'agit d'un homosexuel qui assassine d'autres homosexuels de manière particulièrement violente. Au terme d'une infiltration et enquête de longue haleine, Al Pacino finit par mettre la main sur un suspect dont le profil correspond parfaitement. Il arrive à piéger l'individu qui tente d'ailleurs de l'assassiner et celui-ci est confondu entre autres grâce à ses empreintes digitales sur une pièce de monnaie retrouvée taché du sang d'une des victimes sur une scène de crime. Seulement, le fait est qu'il ne passe pas aux aveux. Si tu passes aux aveux pour le meurtre de Martino Perry, de Lauren Lucas, de Eric Rossman et de 4 ou 5 autres meurtres qu'on t'impute, tu auras une réduction de peine. Tu tireras 8 ans, au maxi. J'en ai parlé au procureur.
Il est d'accord. J'ai jamais tué personne. Et le fait est que Ted, un jeune homosexuel avec lequel Pacino avait sympathisé, qui lui servait d'indique pendant son enquête, est retrouvé sauvagement assassiné chez lui peu après, alors que le tueur présumé a été arrêté. Et on se pose donc la question, qui est le coupable de ce meurtre-là? Et le tueur en série a-t-il finalement bel et bien été arrêté? Il a dû se faire planter en rentrant dans l'appartement. Il n'y a aucune trace de bagarre et rien ne semble avoir été volé. Pour moi, c'est un familier. Je crois qu'on a l'arme du crime. On dirait un couteau à viande. Il cohabitait avec un nommé Grégory Milanez, un danseur. On a dansé avant d'Adam. Querelle d'amoureux, à mon avis. Simone, Inspecteur? 6e brigade. Oui, inspecteur. Qui habite l'appartement là, au fond? C'est un certain Chiese, mais c'est les vacances, il est absent. L'appartement là à côté, ça a été loué par un certain John Ford. La logeuse croit que c'est un faux nom parce qu'elle n'a pas revu le type depuis 2 jours. Quel nom? John Ford. Nom de Dieu. Pardon? Suite à cet extrait, on s'aperçoit que Al Pacino a conservé un exemplaire, ou du moins l'identique, du costume que le tueur portait, notamment sa casquette. Et on constate aussi que son attitude a changé, il est plus froid, plus distant et plus inquiétant, dirons-nous. Et c'est là-dessus que le film se termine, avec un gros plan de son visage et de son regard en train de se raser devant la glace. Vous l'aurez compris, certains s'imaginent que notre héros est devenu lui aussi un tueur, peut-être même qu'il était le tueur depuis le tout début. Alors, on va commencer par calmer un petit peu les esprits. Le tueur était bel et bien l'individu arrêté par Pacino un petit peu plus tôt dans le film. Ça ne fait absolument aucun doute, compte tenu de son profil, de ses délires hallucinatoires, mais de sa tentative surtout de tuer Al Pacino, ainsi que les empreintes digitales qui les relient directement à l'une des scènes de crime, d'autant qu'on voit le tueur toucher la pièce dans une des scènes. Donc non, pour moi, et pour la majorité des gens qui se sont penchés sur ce cas, le tueur c'est lui, Grégory, l'amant de Ted, l'homme assassiné, qui était particulièrement jaloux et vindicatif, notamment d'ailleurs par rapport à Al Pacino. Il a même menacé celui-ci verbalement et tenez-vous bien avec un couteau pendant le film. Et d'ailleurs, la manière et les circonstances dans lesquelles Ted ont été tués ne correspondent pas du tout à la manière de procéder du tueur. C'est la bonne victimologie parce que c'était un homosexuel, mais il ne fréquentait pas les milieux sadomasochistes. Il n'a pas non plus été tué avec le couteau que le tueur utilisait habituellement, mais avec un grand couteau à viande, qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, si on regarde attentivement ce couteau, il est évident qu'il s'agit du couteau avec lequel Grégory menaçait Al Pacino un petit peu plus tôt dans le film. Donc les premières conclusions de l'inspecteur sont les bonnes. Sans doute une querelle d'amoureux, en tout cas un crime passionnel très violent qui a mal tourné. Mais que faire de notre héros dans ce cas, et de son récent changement d'attitude? Eh bien, nous dirons simplement que cette enquête l'a un petit peu transformé, voilà, psychologiquement. Ça a été dur pour lui, toute cette phase d'infiltration. Bon, il n'a pas eu à avoir de rapport homosexuel, mais voilà, il s'est promené dans ce milieu un petit peu spécial, il a vu la mort en face, en étant confronté à ce tueur en série, donc qu'il ait gardé un souvenir, et que peut-être il ait été perturbé psychologiquement, et modifié même psychologiquement, ne fait pas lui un assassin pour autant. Le fait est qu'il vient d'être promu inspecteur et on lui souhaite une belle carrière. Ton affectation devrait arriver après le grand jury. Alors, en attendant, on prend ta semaine. Burns. Bienvenue, monsieur l'inspecteur. Merci. Inspecteur Edelman. Edelstein. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère comme toujours que la vidéo vous a... Je vous donne rendez-vous, peut-être pas le mois prochain, mais en tout cas dans quelques temps pour la suite de cette vidéo, qui couvrira du coup les années 90 à nos jours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à laisser des commentaires et surtout à me faire des suggestions pour d'autres vidéos. Et quoi qu'il arrive, je vous donne comme d'habitude rendez-vous le mois prochain pour une autre vidéo de fans de polar. A très bientôt!